Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans ce 4e pan de la semaine de Zénith sur Coloma. Comme vous le savez, cette émission traite des sujets socio-éducatifs, culturels et artistiques. Voilà, donc sur ce plateau, nous avons encore une fois aujourd'hui Fana Camara. Mercredi, j'ai dit, une des rares fois rempli la semaine. Voilà, ça fait plaisir. Fana Camara, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Avika, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bonjour à nos téléspectateurs de Banama dans Kissidougou. Bonjour à nos téléspectateurs de Koundembadou dans Gekedou. Bonjour à nos téléspectateurs de Zor, ça c'est dans Zérekouré. Bonjour à nos téléspectateurs de Bundufourdou. Bonjour à nos téléspectateurs de Bofa. De toute la Guinée. Voilà. De Kankanabaya. Voilà, je pense que là tu es rationnel. Agnès Guilabogui, comment vas-tu, ma belle? Ça va, Amita. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est toujours un plaisir d'être là. Donc, on va dire comment même à Thomas. Bonjour. Bonjour à Wonga, Levasu, Edgawegwepo, Givete. Tout ça? Masada Gaoulouosu. Donc, Amika, c'est la semaine Pascal. On est en train de préparer Pâques. Pâques, c'est dimanche. C'est la semaine de la résurrection. Donc, du coup, beaucoup de programmes sont à l'horizon et on attend la fête. Nos confrères, on va le dire comme ça, nos frères catholiques qui ont fait 40 jours vont se reposer. Jésus va ressusciter. Ben écoute, quand c'est la fête ou quand c'est l'approche de la fête, même les personnes qui n'ont pas jeûné sont plus motivées que les jeûneurs. Mais bon, je dis ça, je n'ai rien dit. Voilà. Bonne fête par anticipation à toi, Agnès. On sait de quoi il s'agit. Voilà. Alors, Ousmane Telibari, comment vas-tu, mon cher? Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale et surtout un bonjour particulier à tous les Guinéens établis ici et à l'étranger, disons comme ça, on ne va pas détailler. Et bonne fête par anticipation de Pâques à nos confrères. Voilà, nos confrères, justement, bonne fête de Pâques. À nos concitoyens, justement. Je ne sais pas trop moi, en tout cas à nos frères guinéens. Justement, et bonne fête à tous ceux qui ont jeûné durant ces 40 jours ici en Guinée, surtout dans la paix, dans la quiétude sociale. On a suivi également beaucoup de prières dans les églises à travers les pasteurs, à travers ces fidèles aussi chrétiens qui participaient à toutes ces cérémonies dans ces mosquées pour implorer la grâce divine sur notre pays. Et nous disons bonne fête par anticipation. Il y a un ami qui ironisait comme quoi réaction de comportement de Ramadan et réaction de Pâques. Donc si tu ne m'as pas invité pendant la fête de Ramadan, je ne vais pas forcément t'inviter. C'est lui qui a tout compris. C'est lui qui a tout compris. Quoi qu'il en soit, bonne fête. Nous quand même si on ne nous invite pas, on va s'inviter là-bas. D'accord. Alors, aimables téléspectateurs, nous avons laissé honneur de recevoir sur ce plateau M. Abakar Sidiki Traoré, qui vient de présenter ou vous présenter, parce qu'il est sur la télévision nationale, son ouvrage intitulé Ombre et résilience. Mais bien avant, nous avons un thème aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, nous parlons de la femme, mais pas que de la femme. Nous parlons du combat silencieux de plusieurs femmes, plus souvent qui n'ont pas de force d'en parler ou qui pensent que tout devrait rester tabou. Et à travers ce grand monsieur aujourd'hui qui a décidé franchement de parler des femmes, il s'érige à la voix des sans-voix à travers cet ouvrage. Mais bien avant de parler de l'ouvrage, on va déjà lui permettre de dire bonjour aux téléspectateurs. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes que nous suivent aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est sa toute première fois de passer dans cette émission. Mais bon, ça fait plaisir de la voir parce que voilà, c'est ton compagnon de galère. Voilà, notre compagnon d'armes nous fait l'amitié aujourd'hui dans cette émission. La première compagnie de combat est bien représentée à travers un bel exemple, franchement, on va dire quoi, de stagiaires disciplinés. Bonjour Sidiki, comment vas-tu? Bonjour Hamika. Oui, on va dire Bouba, hein? Ah non, peu importe. Bouba. Pour toi, tout ce que tu veux, ça passe. Bonjour à tous, bonjour à toutes les Guinéennes, à tous les Guinéens. Un bonjour particulier à ma maman, qui, je sais, tranquillement assise dans son canapé, en train de me suivre en ce moment. Un bonjour très spécial également à ma femme, qui, depuis le début de cette aventure, n'a cessé de m'encourager. Même dans les moments où, comme le diraient tous les écrivains, avaient un peu la crise de la page blanche. Voilà, n'a cessé de me soutenir. Et un bonjour très très spécial à mes sœurs.
parce que je suis né garçon. Donc j'ai 5 sœurs. Et c'est principalement ce qui m'a motivé. À parler de la femme. D'accord, ça se comprend. Alors, aimables téléspectateurs, sachez encore une fois qu'Aboubacar Sidiki est guinéen. Comme je l'ai dit, il est titulaire d'un master en France. Il exerce actuellement au ministère de l'économie et des finances en qualité d'assistant du service, du secrétaire général. Voilà, donc, on va dire, avec son statut d'administrateur civil, il s'érige en écrivain. À quel moment il a eu le temps d'écrire toutes ces pages? Voilà, je sais que beaucoup de personnes diront c'est l'organisation, ou en tout cas c'est la passion, il y a beaucoup de personnes qui ont de belles idées en tête, mais comment prendre ces idées et en faire un ouvrage, c'est ça le véritable problème. Voilà, donc de façon résumée, présente-nous cet ouvrage, Ombre et résilience. Alors, merci beaucoup encore une fois. Alors, Ombre et résilience, l'idée m'est venue tout simplement d'écrire sur la personne que j'admire la plus en ce monde, celle qui m'a donné la vie. Au fil du temps, j'ai eu l'occasion d'écouter ceux qui ont eu l'opportunité de grandir à ses côtés. Et moi-même, j'ai eu l'occasion, donc, comme je disais, de la voir dans son parcours de maman, dans son parcours de mère éducatrice. Et je me suis dit, écoute, toi, ta maman n'a pas eu l'occasion malheureusement d'aller à l'école. Sauf que toi, tu as eu cette opportunité. Et aujourd'hui, grâce à l'éducation qu'elle t'a inculquée, grâce au suivi dont tu as fait l'objet, tu as peut-être l'opportunité de faire d'une personne immortelle. Et c'est probablement à travers cette histoire-là que tu as peut-être l'occasion de parler de ce que plein d'autres femmes également ont eu l'occasion de vivre. Alors, elle n'a pas eu un parcours toujours très facile. Je vais faire l'économie des détails. Mais je me suis dit, puisque elle, malheureusement, elle n'a pas l'occasion de parler d'elle-même, moi, je vais le faire. Et c'est pour cette raison que l'année dernière, donc, j'ai pris la décision d'écrire sur elle, de raconter son parcours, de montrer à la face du monde à quel point elle a fait un excellent boulot. Et bien sûr, avec toute l'humilité qui va avec, ressortir le fait qu'elle soit une femme exceptionnelle. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de prendre sur moi, d'écrire sur elle. Depuis toujours, j'ai toujours été passionné de littérature, depuis tout petit. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, c'est très facile de lire. Tout le monde peut, ça c'est à la portée de tout le monde. Par contre, s'asseoir, nourrir une idée, décider de la structurer et d'en faire un ouvrage, ça c'est une toute autre histoire. Ça va au-delà d'une question de passion, c'est une question de discipline. Justement. Voilà. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est impossible. Il ne faut surtout pas se dire qu'on est trop bon. Il ne faut surtout pas se dire également qu'on est trop mauvais. Mais le plus important, c'est de rester le plus fidèle possible au message que l'on essaie de véhiculer. D'accord. Donc finalement, on comprend tout de suite que n'importe qui, bien sûr, qui veut écrire, peut être écrivain. Parce que nous avons vu des journalistes écrivains ici, nous avons vu des politiques écrivains, même des médecins. On va dire dans toutes les sphères de la vie, si on peut franchement être dans cette corporation d'écrivains, si on le veut. Mais bon, le pouvoir aussi, c'est tout autre chose, parce que on voit de livres aujourd'hui qui traitent de différents thèmes, mais la pertinence aussi est très très importante. Et tout. Voilà. Alors, Fan a envie de parler, mais bien avant, on va dire le thème aux téléspectateurs, parce qu'ils ont la possibilité d'interagir bien évidemment sur le sujet et tout. Au-delà, pourquoi pas même envoyer des questions à Bouba sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, le thème d'aujourd'hui parle du rôle de la littérature dans la justice, l'empathie et l'émancipation de la femme. Voilà, donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet, envoyez-nous simplement vos réactions par SMS via le numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans ou tout simplement au 666 10 54 76. Voilà, Fana Camara. Voilà, moi je remercie d'ailleurs Aboubacar Sidiki Traoré, Bouba, l'élève assidu et ponctuel. Comme je l'ai toujours connu, le petit matin, c'est lui qui nous réveille. Il était tout le temps présent là. Je sais que c'est d'ailleurs le fruit de tous ces ardus là.
Donc, c'était... Mais la précision aussi est importante. Oui, oui. la précision est très importante. Alors, Bouba écrit le déclic, l'énigme de l'ombre. De quelle ombre voulez-vous nous parler et de quelle résidence? Ok, merci beaucoup. C'est très simple. En fait, nous vivons une époque, si vous l'avez constaté, où les plus faibles disparaissent beaucoup trop vite. Et très souvent, ceux-là qui sont très faibles sont animés de bonnes intentions. Ça en fait leur plus grande qualité, mais ça en fait également leur plus grande faiblesse. Leur plus grande faiblesse, j'aimerais dire. Donc, et très malheureusement, ce sont les femmes que l'on retrouve le plus dans cette catégorie sociale. Vulnérables. On a très souvent tendance à magnifier les efforts des hommes. On oublie beaucoup de parler de ceux des femmes. Or, il y a un adage qui dit que si l'on décide d'éliminer tous les hommes sur Terre, la vie peut continuer. Si l'on décide par contre d'éliminer toutes les femmes sur Terre, elle finira par disparaître. Ces femmes-là, elles ne sont peut-être pas allées à l'école. Elles n'ont peut-être pas les moyens que les hommes ont. Pourtant, elles jouent un rôle fondamental dans tout ce qui est construction d'un être humain, dans tout ce qui est construction de la société. Et au-delà de tout ça, aujourd'hui, force est de constater qu'elles sont en train de briller dans plein de domaines. Donc, il est important que nous pensions à révéler, à parler de ces femmes-là qui n'ont pas toujours l'occasion d'avoir de voir tous leurs efforts mis au devant de la scène. Alors que c'est fondamental, c'est très important. Et pourquoi la résilience? Parce que très malheureusement, elles vivent aussi des situations qui sont pénibles, tant dans leur foyer que dans leur vie professionnelle. Donc imaginez une maman qui doit élever 2 enfants, 3 enfants ou plus, qui doit prendre soin d'un homme, qui doit prendre soin de ses parents, qui doit prendre soin de ses propres parents. Et on demande à celle-ci d'être apte à réfléchir pour tout le monde. Franchement, chapeau. D'accord. C'est pour cette raison. Alors, Ousmane Telli, à toi. Oui, parlant du terme, parlant du livre, d'abord, tu le disais tout à l'heure, écrire, c'est pas seulement se lever un beau matin pour écrire, c'est pas qui le veut, mais qui le peut aussi, parce que nous avons tous ici des idées, nous avons des vécus, nous avons des histoires à raconter en arrêt ici, mais il y a une question aussi de passion qui doit nous animer pour pouvoir écrire un livre, un roman et mettre à la disposition de la société. Donc, félicitations à l'écrivain sur ce plateau avec nous, déjà, parce que moi, tout ce qui est livre, tout ce qui est écriture, ça me passionne, mais beaucoup plus lire, parce que quand on lit un roman, on se sent directement en connexion avec l'auteur ici et avec la société que l'auteur essaie de raconter ou le sujet que l'auteur essaie ici de raconter. C'est pourquoi je dis souvent il n'y a pas un livre inutile. Tous les livres ont des objectifs. Il suffit de lire et de comprendre, même si tu n'es pas dans la même logique que l'auteur, mais tu vas quand même capter quelque chose qui pourra t'aider dans ton développement personnel. Donc chapeau à l'auteur, toutes mes félicitations ici. C'est pas facile d'écrire un livre. Vous l'avez fait, vous avez laissé une trace qui ne va pas disparaître. Maintenant, parlant du thème ici, c'est la littérature dans la justice, dans l'empathie et dans l'émancipation de la femme. Quand nous prenons déjà le rôle de la littérature de façon générale, nous savons que ça joue un rôle fondamental quand même dans l'évolution et la transformation même ici des sociétés. Quand nous prenons non seulement uniquement que la littérature africaine, il ne reste que la littérature des années des soleils des indépendances qu'on a étudié au lycée ici, où on parlait du Batouala, on parlait du retour d'un cahier, au pays natal, voilà, du retour au pays natal, d'Aimé Césaire ici, couleur tropicale, justement, cercle tropique, j'allais dire. Pas cercle tropical, cercle tropique. J'ai rectifié, j'allais dire. Ok. Voilà, donc ici, on a abordé tous ces auteurs, tous ces livres ici, la littérature africaine au lycée, à travers tous ces romans, Kamarala, l'enfant noir, il ne faut pas oublier aussi Dramos, il ne faut pas oublier le soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, je crois. Donc, cette littérature, c'était une littérature engagée ici dans le cadre de la lutte pour l'émancipation et pour l'indépendance ici des peuples africains. Et il faut le reconnaître, son origine ou sa naissance
naissance dans l'afro-descendance, je crois, aux États-Unis et dans les Caraïbes également, qui se sont transportés depuis les années 1900 à travers Martin Luther King, Malcolm X également, qui ont écrit et puis qui se battaient ici pour les droits civiques, qui s'est transporté sur le continent. Et nos auteurs aussi de l'époque s'en est approprié pour non seulement nous éveiller les consciences, mais aussi permettre d'avoir une lutte pacifique à travers l'écriture, à travers l'intelligence ici, qui nous ont conduit quand même à avoir l'indépendance, il faut le reconnaître. C'est des gens qui ont participé quand même beaucoup plus à l'éveil des consciences. Donc ça déjà, ça a permis ici à évoquer le volet justice de notre thème, parce qu'il y avait l'inégalité entre les humains. Parce que quand on repart un peu vers l'histoire de l'esclavage, on va se dire que c'était une inégalité sociale quand même qui existait, parce que même récemment, l'ONU quand même a reconnu comme étant l'un des crimes de l'humanité ici, l'esclavage. Donc ici, il y avait cette inégalité qui était combattue par la littérature. Donc ça nous a permis d'avoir justice, disons comme ça, à travers l'accession à l'indépendance. Et l'émancipation aussi du thème, ça connecte au fait. Parce que dès que vous lisez un auteur, vous lisez un roman ici, vous vous sentez directement peut-être dans le livre, ou vous vous sentez directement à travers dans la réalité, à travers ici ce que l'auteur est en train de raconter. Forcément, ça va créer une connexion entre vous et l'auteur, entre vous, et même si c'est un auteur étranger, qui est peut-être en France ou ailleurs ici, ça va vous permettre de vous connecter avec la société même de l'auteur pour comprendre le vécu de cette société à un moment donné de l'histoire, et pourquoi pas transporter ça chez vous et puis observer votre société pour pouvoir trouver des solutions à certains problèmes. Il y a maintenant le volet émancipation de la femme que j'apprécie beaucoup, et même le livre L'ombre et résilience de l'auteur qui traite. Les femmes ont écrit, parce que quand on lit aussi une si longue lettre de Mariam Ba qui traitait le sujet sur l'inégalité dans le mariage qui existait entre l'homme et la femme, je crois que l'émancipation des femmes a commencé très tôt dans la littérature. Il y a pas mal de femmes qui ont écrit, même l'année passée, je crois, on recevait une femme ici qui avait écrit notre roman sur les violences conjugales aussi. Donc aujourd'hui, traiter ces et pour thèmes, elle, c'était ombre et pénombre. Justement. C'est presque le même titre. Ombre et pénombre. Justement. Voilà, c'est une sœur, elle est en train de nous suivre quelque part. Justement, donc c'est un peu ça, il faut le reconnaître ici, que même quand il lit, il ne reste qu'une si longue lettre de Mariam Ba. Elle raconte la société au fait, elle raconte l'inégalité qui existe, elle éveille les consciences des femmes aussi, et elle alerte la société par rapport à la condition de la femme dans le foyer, parce qu'il disait tout à l'heure ici que les faibles vont disparaître, c'est la loi d'Ichard Darwin qui le dit aussi, en 1912, dans la lutte pour le survie, ceux qui s'adapteront vaincront et survivront, ceux qui n'arriveront pas vont disparaître forcément. Et aujourd'hui, on voit que les femmes sont en train de s'adapter, elles sont en train de vaincre, elles sont en train de quand même d'écrire et de participer aussi à la construction de la société. Donc, écrire un livre ici pour mettre en lumière encore beaucoup plus leur apport à la société, je pense que c'est salutaire, et on va revenir après pour d'autres aspects liés à cette écriture, et peut-être pourquoi pas poser des questions. Oui, peut-être découvrir ou explorer un peu son roman à travers quelques résumés qui va se permettre de nous faire sur ce plateau, parce que quand on écrit un livre, quand on se fie souvent au titre du livre, le plus souvent, il y en a qui aiment utiliser des figures de style. Au fait, le titre n'a rien à voir souvent avec le contenu, mais je pense que c'est lui, ça match mieux avec le thème, le titre du livre. Il aura la possibilité, parce que les téléspectateurs et nous n'avions pas eu la chance de lire le livre avant, comme c'est même pas dédicacé d'abord, donc il aura la lourde tâche de résumer de façon par quelques chapitres poignants, parce que c'est aussi cela, au fait, la dénonciation dans un ouvrage, c'est par jet. En fait, si on prend comment dire? Voilà, on ne peut pas tout dire là-bas. Donc c'est le résumé succinct, mais le plus souvent l'écrivain même se dit c'est pas suffisant pour dire tout ce que j'ai à dire, mais il est quand même obligé de préfacer. Donc voilà. Les résumés pour nous les paresseux en lecture. Justement, pas forcément pour les paresseux. Tu penses que moi je sais aussi que c'est ce qui motive les gens à acheter les livres, parce que si c'est pas accrochant, de toutes les façons tu n'auras pas. En tout cas, le titre est
justement, tu n'auras pas le courage d'aller acheter et le livre. Maintenant, aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'il y a des livres électroniques. Hein. Oui. Voilà, on a la possibilité Dans la de... version La version électronique, on a la possibilité de lire. Comme tout le monde est accro au téléphone, donc ça vous facilite un peu là. Vous n'avez plus d'excuses, voilà. Vous allez lire forcément. Oui, Agnès, quand on te dit littérature comme outil d'émancipation, de justice, mais également d'empathie de la femme, ça te ramène à quoi? Ouais, la littérature, il faut le dire quand même, c'est quelque chose qui a existé depuis et c'est important, ça éveille les consciences. Parlant de justice, bien que la littérature ne peut pas juger, quand je dis la littérature, je parle bien sûr des écrivains, des personnes qui écrivent. Donc du coup, eux, ils ne peuvent pas se prononcer comme justiciers, mais ils peuvent quand même dénoncer des choses, ils peuvent éveiller les consciences, amener les gens à, on va dire quoi, à obtenir justice ou même à donner justice, à faire justice aux autres. Donc, et parlant d'émancipation et d'empathie déjà, Télia a touché un point. Quand tu lis, tu te sens, on va dire quoi, tu prends la place de la personne, surtout que si c'est une histoire, comme notre auteur, notre invité du jour l'a dit, il ne parle pas de lui, il parle de sa maman. Donc du coup, il se met à la place de sa maman, tout ce qu'il a vu sa maman faire, il s'est mis dans la peau de sa maman pour relater cela. Donc quand quelqu'un va lire, même en ne connaissant pas sa maman de façon, on va dire quoi, physique, mais tu peux quand même avoir une idée de quelle femme il s'agit. Et tu peux te mettre à la place de cette femme-là. Et d'ailleurs, la littérature, ça inspire, hein, parlant d'émancipation, ça inspire. Quand tu lis les livres, franchement, sans même aller, parfois c'est au-delà des frontières, sans même aller dans un pays, sans même aller dans une ville, tu découvres la ville, tu découvres les cultures, tu découvres plein de choses. Donc la littérature, franchement, justice, émancipation, empathie, c'est très important ce thème. Et ça met en lumière beaucoup de choses. La dernière fois, on parlait même des femmes qui étaient dans l'ombre, qui sont dans l'ombre. On va dire quoi, ces femmes qui se battent, qui font presque tout. Et il a dit, l'invité, il a rappelé encore, quand on élimine tous les hommes, la vie va continuer. On va avoir d'autres hommes, mais quand on élimine toutes les femmes, la vie, elle va s'arrêter au fait. D'accord. Donc du coup, la littérature avec les femmes, justice et autres. Les femmes, elles écrivent, mais il y a des écrivains aussi qui parlent des femmes, qui parlent des femmes, qui aident à éveiller les consciences, à changer les mentalités. Donc franchement, la littérature, on va dire, c'est important. D'accord, c'est important. Elle a dit, Bouba a essayé de nous parler quand même de l'intention. Voilà, c'est parce qu'il voulait rendre hommage d'une manière ou d'une autre à sa maman à travers tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi. Et aujourd'hui, à travers sa maman, moi, je suppose que beaucoup de femmes se retrouveront. Voilà, dans cet ouvrage, parce que surtout la femme africaine, je le dis souvent sur ce plateau, notre société est toujours traditionnelle, donc on dit que la femme doit subir. Donc une femme qui ne subit pas ne garantit pas l'avenir de ses enfants. Donc on nous a inculqué ça, donc surtout pour une femme guinéenne. Voilà, donc ça se comprend un peu, comment on appelle, en y pensant, on se dit tout de suite, je devine déjà ce qu'il a dépeint. Mais comme il est mieux placé pour nous parler de ce qu'il a écrit là-dedans, donc on va essayer, bien sûr, de partir sur la structuration, comme je l'ai dit tantôt. Alors, dis-nous, quelle est la fin de l'histoire et quels sont les points de bascule? Ok, merci beaucoup. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment ressortir le fait qu'il m'a été très compliqué dans la mesure où c'est toujours plus facile d'écrire sur des sujets qui ne sont pas personnels. On écrit sur l'économie, sur des choses comme ça qui sont plus mon domaine. C'est toujours plus facile. On est dans une posture impersonnelle, donc c'est plus facile de... Là, c'est vraiment du factuel. C'est émotionnel, au fait. Voilà. Mais là, j'étais dans une posture différente. Là, je m'apprêtais à parler d'une personne, de la personne que j'admire la plus, comme je le disais tantôt. Et il faut faire très attention à ne pas évoquer des détails qui
peuvent paraître gênants. Ok. D'accord. Et qui peut-être devraient rester personnels, qu'elle ne voudrait elle-même pas partager avec ses propres enfants. Okay. Voilà, à peu forte raison des l'âge lecteurs. public. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre et rester le plus près possible de quelque chose qui soit vrai, qui ne soit pas venu de l'imaginaire. Alors, cet ouvrage-là, il est structuré autour de 7 grands chapitres. Donc, mais si je dois parler des chapitres qui, moi-même, m'atteignent les plus, ce sont principalement 3 chapitres. C'est d'abord le premier chapitre qui la parle d'elle-même, de qui elle est, de l'endroit d'où elle vient, de son parcours personnel à elle. Et ensuite, le deuxième chapitre, ça touche un combat qu'elle a eu à mener, disons, seule contre tous. J'aime dire tout le temps, elle n'a pas grandi dans un environnement qui lui a toujours été très favorable. Donc, il a fallu à la fois s'affirmer sans vexer. Donc, vous voyez un peu combien de fois c'est compliqué. Parfois, chez nous, on a très souvent tendance à confondre le besoin de s'affirmer au besoin de faire mal. Et il fallait pour elle réussir à faire bonne impression. Mais tout en restant vrai, sans avoir à faire du mal à ceux pour qui elle avait un respect énorme. Vous le disiez tout à l'heure, on est dans une société qui est très patriarcale, qui dit que l'homme est au-dessus, la femme est au-dessous, donc il faut absolument qu'elle accepte. Hein? Donc pour elle, c'était vraiment compliqué. Et en plus de ça, les événements ne sont pas du tout en lien avec le 21e siècle. C'est le siècle précédent où on ne parlait presque pas du tout, surtout en Afrique, d'une quelconque idée même d'égalité entre les hommes et les femmes. Et elle, dans cette époque-là, elle aura réussi de manière subtile, de manière très douce, à amener les hommes auxquels elle était confrontée à peut-être envisager qu'il serait peut-être temps de donner un peu plus d'importance à ce que les femmes peuvent envisager, au fait d'aider les femmes à se développer, ne pas toujours percevoir le développement d'une femme comme étant un problème. Comme étant une menace. Comme étant une menace. Ça doit être perçu comme un atout. Donc, et elle devait le faire. Et c'est ce qui rendait d'ailleurs sa tâche un peu plus compliquée, dans la mesure aussi, dans son combat, elle était dans une posture où elle devait vexer quelqu'un. On aurait dit tout de suite, vous voyez, c'est pourquoi on refuse de leur donner beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi il ne faut pas les envoyer à l'école. C'est pourquoi il ne faut pas leur donner des terres. C'est pourquoi. Donc c'était très compliqué. Et la troisième partie qui m'impressionne le plus, ça c'est son union avec son homme. Où elle a été exceptionnelle. Il aura fallu qu'elle soit une bonne épouse, l'épouse idéale, celle qui à la fois devait prendre soin des enfants, celle qui à la fois a dû prendre soin de la belle-mère, parce que la petite histoire, Amika, laisse-moi te dire que elle a pendant plus de 20 ans dû mettre sa vie en suspens pour prendre soin de ma grand-mère qui a vécu avec nous malade pendant plus de 20 ans. Elle a abandonné son commerce, ses activités, absolument tout, pour prendre soin d'elle pendant plus d'une vingtaine d'années. Il faut préciser, dit grand-mère paternelle. Grand-mère paternelle. Parce que quand c'est ce cas, c'est sa propre maman, on va dire que ça c'est plutôt normal. Mais ça, franchement, ce qu'il a fait là, toutes les femmes ne pourront pas le faire. Mettre en pause 20 années de notre vie. De la maman de ton mari. Exactement. C'est pas évident. Parce que ça, c'est, imaginez, ça c'est aller de 1999 à 2023. De 1999 à 2023. Ça fait à peu près 24 années quand même. Ça, c'est quasiment toute une vie. Au regard de l'espérance de vie actuelle, c'est carrément toute une vie. Où elle a sacrifié sa carrière à elle, où elle a dû sacrifier ses besoins, ses envies. Pourquoi tout ça? Pour permettre à ses enfants et à son mari de pouvoir tranquillement s'épanouir.
Donc, si je dois vraiment résumer les 3 parties essentielles de l'ouvrage, ce sont les 3 chapitres-là qui, moi-même, m'impressionnent le plus. D'accord. Ces 3 chapitres t'impressionnent. Moi, je vais tout de suite te poser la question parce que les difficultés, on en rencontre dans toutes les activités. Hein. Mais bon, pour ton cas, quelles ont été les principales difficultés dans l'écriture parce que là, tu l'as dit, c'est l'année dernière. Ça t'a pris en quelque sorte 1 an. Ou je sais pas moi, tu es là pour mieux nous dire. Parce que là, la durée aussi est importante. Parce qu'il y en a qui font jusqu'à 10 ans sur un seul livre. Je suis en train d'écrire, mais ça fait 10 ans. Justement. Justement, je suis fort à écrivain touche à tout. C'est un écrivain touche à tout. La concentration. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées dans l'écriture de ce livre? Je le disais tout à l'heure, honnêtement, j'ai rencontré que 2 principales difficultés. Premièrement, quand on écrit, ça arrive à tous les écrivains d'ailleurs, plus c'est long, plus c'est facile de se perdre. Plus c'est long, plus c'est facile de se perdre. Il faut rester concentré. Il faut absolument tout faire pour ne pas sortir du cadre du titre, du cadre du chapitre, du cadre de la section sur laquelle on est en train d'écrire. Ce qui peut s'apparenter facile, mais dans l'exercice, c'est une toute autre histoire. Ouais. Ça, c'est vraiment la première difficulté que je rencontrais parfois. Et la deuxième difficulté, je le disais tout à l'heure, c'était vraiment de faire en sorte de ne pas écrire quelque chose que l'héroïne ne voudrait pas voir exposé. C'était ça, surtout. Et surtout que j'ai écrit, elle n'avait absolument aucune idée que j'écrivais sur elle. C'est toujours plus facile lorsque la personne le sait. Tu peux toujours lui envoyer des écrits, voilà, biffe ça, garde ça, améliore ça. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Elle n'en avait aucune idée. Pourquoi? Justement parce que j'ai voulu lui faire la surprise. Parce que l'effet surprise... Voilà. Le jour où elle a vu le livre, quand les gens lui ont dit, écoute, ton fils a écrit, et c'est vraiment en grande partie sur toi. D'ailleurs, c'est totalement sur toi. J'ai vu cette émotion-là en elle. En même temps... Ça t'a fait oublier toutes les difficultés rencontrées. Absolument tout. Parce que c'est une réalisation de laquelle on est fier. Et sincèrement, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé la lecture. Écrire, par contre, ce n'était pas toujours dans mes priorités, honnêtement. Mais là, voir beaucoup, ça va t'amener à pas forcément, hein? Non, pas forcément. Il y en a qui aiment lire tellement, il faut leur demander d'écrire. Ils vont te dire, j'ai la flemme. Des fois, c'est pas le niveau ou l'intellect qui manque, mais des fois, la motivation de le faire. Parce que si tu n'es pas motivé, franchement, tu peux pas écrire. Parce que surtout quand il s'agit de créer des personnages, faire ci, faire ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Justement, allant dans ce sens. Vous avez fini? Allant dans ce sens-là, vu que vous êtes mariés, vous avez une vie de famille quand même, et puis vous travaillez ailleurs. Comment est-ce que vous avez pu écrire? Comment vous avez mis du temps pour écrire ce livre? La femme d'abord est une inspiration. Il vient de se marier. La femme inspire. Il avait le temps. Si c'est un nouveau marié, c'est qu'il est dans la même période que celle qui est à ma Ou bien, c'est pourquoi elle pose des questions comme ça. Il y a quand même les responsabilités au boulot et puis la famille. C'est vrai. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que... Surtout qu'il travaille dans l'administration publique, assistant d'un secrétaire général. Et puis comme on appelle, du ministère de l'économie et des finances. On imagine déjà tout ce que tu as. Comment vous avez fait? Dites-nous comment vous avez fait. Bon, déjà, la chance, si je pourrais l'appeler ainsi, la chance que j'ai eue, c'est que au moment où j'entamais l'écriture de mon ouvrage, je n'étais pas encore marié. Heureusement, on va dire. Parce que c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Les charges que je dois toujours supporter avec mon travail me laissent très peu de temps à consacrer à l'écriture, honnêtement. Donc je suis toujours obligé de prendre sur mon temps libre, ou du moins sur mon temps hors administration publique, pour pouvoir mettre quelque chose. Alors, mais celle qui est par la suite devenue ma femme, je ne sais pas si je peux la nommer, si vous m'autorisez à la nommer. Mais il y a Madame Touré qui est là.
Donc, elle s'appelle Narumba Keita. C'est surtout elle qui m'a été d'un soutien fondamental pour pouvoir l'achever. Wow. Parce qu'honnêtement, à un moment donné, Merci, madame. je calais. Je dis la femme est une inspiration. C'est bien ça. Voilà. C'est bien. D'accord, écoutez, le temps nous est Amica. presque imparti parce Amica. qu'on a un artiste ici. On va Amica. parler de la dédicace qui est prévue pour ce week-end, c'est ça? Ou les 23, je ne sais pas, les 23, les 24 et 25 Oui, avril 2026. Attends, je te posais une question. Pourquoi choisir les 72 heures du livre pour la dédicace de ton livre? Déjà, l'ouvrage est paru chez l'Harmattan Guinée. Ok. J'aurais pu le faire bien avant les 72 heures de livre. Mais j'ai préféré choisir les 72 heures, attendre que les 72 heures de livre arrivent, dans la mesure où c'était pour moi là l'occasion de pouvoir me mêler à d'autres auteurs, à d'autres nouveaux auteurs. Vu que c'est un nouvel univers pour toi. Voilà, c'est un nouvel univers pour moi. Et je ne voulais vraiment pas faire ça en aparté. Je ne voulais pas le faire tout seul. Et voilà, cette occasion, c'était rêvé. Ok. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier vivement M. Sansi Kaba et M. Kamara de l'Harmattan Guinée, ainsi que toute l'Harmattan Guinée, bien sûr, toute l'équipe. Djaka, Madame Souma, qui cette année donc, seront les vitrines des 72 heures du livre. C'est vraiment l'occasion pour moi de leur dire merci pour le formidable travail qu'ils sont en train de réaliser. Donc pour moi, c'était vraiment l'endroit idéal pour parler de mon ouvrage, pour faire la dédicace de mon ouvrage. Vu qu'il y a possibilité de faire un grand réseautage, je pense que oui. Vas-y. Oui, non, c'est par rapport aux figures des styles et surtout à l'héroïne. Parce que c'est beaucoup de personnes qui vont acheter ces livres pour lire. Je l'espère. J'aimerais savoir, à la lecture du livre, est-ce qu'on va directement ici, la lecture va nous ramener directement à la maman de l'auteur, ou bien on peut lire le livre, dire que beaucoup d'autres femmes aussi ont vécu la même histoire, ramener à beaucoup d'autres héroïnes encore à travers le pays, pourquoi pas à travers le continent, ou bien est-ce que dès qu'on lit le livre, on revient directement à Madame Keita? Non, Madame, c'est Madame Traoré. Madame Traoré. Voilà. Parce que j'ai la particularité que tous mes deux parents sont tous Traoré. Donc c'est plus facile. Alors oui, je ne parle pas que d'elle seule. D'accord. J'ai eu l'occasion de parler d'autres personnes brièvement, tout de même. Parce que je n'ai pas voulu vraiment associer, disons, de façon très claire, d'autres personnages carrément à l'ouvrage. J'ai été, disons, égoïste, parce que j'ai vraiment voulu que ce soit elle qui prenne totalement la lumière. Quoique, dans les passages, dans les différents passages, dans les différentes pages, on se rend compte que voilà, il y a d'autres femmes qui ont vécu d'autres choses qui sont révélées dans ce roman. Elles se reconnaîtront, parce que j'ai préféré choisir des sobriquets, pas carrément leur nom, mais elles se reconnaîtront à travers la lecture, elles sauront. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire également que je suis tellement attaché aux femmes que l'ouvrage que je suis en train d'écrire actuellement et qui va, Inch'Allah, très bientôt sortir aussi, je l'ai écrit sur ma grande sœur aînée. Ok. D'accord. La Sirafolo. Ah, Sirafolo. Qui n'a pas vécu la même chose que ma maman directement, mais qui, comme vous, comme Agnès, est obligée aujourd'hui de mener une vie professionnelle et une vie en famille, ce qui n'est vraiment pas facile. Ouais. Elle est douanière, elle est capitaine des douanes, elle est actuellement en formation au Maroc. Donc j'ai essayé vraiment de partir de cet ouvrage-là pour écrire également sur elle. Donc comme pour vous dire que je reste vraiment attaché à la cause de la femme. Toi, tu es l'ambassadeur des femmes. Je pense que ça, on va te soutenir 100%, ne t'inquiète pas. Oui, Fana. Voilà, moi, mon souci, c'est que Abakar n'a pris qu'un an, au moins, pour écrire ce roman-là. Connaissant la rigueur de la maison d'édition, l'Harmattan Guinée. Dites-moi, comment est-ce que tu as prévalu non seulement à convaincre Sansi Kaba Diakité, connaissant la rigueur de l'homme? Déjà, il a fallu que je l'améliore par 2 fois. C'est le blocus. C'est ça. Pour beaucoup d'écrivains. C'est une exigence. Quand j'ai soumis pour la première fois le manuscrit, il a été parcouru, les corrections ont été faites, le livre m'est revenu, je l'ai retravaillé, je l'ai resoumis.
des nouvelles corrections ont été faites à nouveau et l'erreur ensuite est revenue. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Parce qu'après, il y a toujours des endroits où l'on peut se tromper, où l'on peut sortir du cadre. La mémoire du master. Voilà, ça arrive. Donc c'est important qu'il y ait cette rigueur de la part de la maison d'édition. Ça confère une certaine crédibilité à l'ouvrage. Parce que après, c'est pas tout le monde qui va aller publier chez l'Harmattan. On ne se lève pas un bon matin, on se met sur le puis ça passe, non. Mais il faut cette rigueur-là pour amener les gens à travailler davantage. Oui, parce que c'est l'excellence qui est recherchée. Exactement. Alors, oui, Agnès, ça va être la dernière question ou l'avant-dernière. Oui, la dernière ou l'avant-dernière. Ok. Quel impact aimeriez-vous que vos lecteurs, en particulier les femmes, vu que vous vous êtes même prononcé ambassadeur des femmes, que votre livre ait sur ces personnes qui lisent là? Alors, ce que je cherche à toucher surtout, c'est ces deux publics cibles. C'est d'abord les jeunes filles. Les jeunes filles. On est dans un monde très technologique, on va dire. Vous l'avez tout à l'heure, là, tout le monde est accro à son téléphone. Ce que j'aimerais, c'est amener les jeunes filles à se dire que ce n'est pas le téléphone leur avenir. Si elles veulent réussir à dire aux hommes, il nous faut ceci, on a droit à ceci, il va falloir qu'elles se lèvent, qu'elles apprennent à se battre pour elles-mêmes, pas avec des coups de poing, mais avec le cerveau. Qu'elles cherchent à cultiver leur cerveau plutôt qu'à cultiver leur corps. Parce que leur corps finira par s'effriter. Leur cerveau, par contre, demeurera. Aujourd'hui, je suis très heureux, par exemple, de constater qu'à la tête de notre grand ministère, c'est une femme qui dirige. Il y a plein d'autres ministères très stratégiques aujourd'hui qui sont dirigés par des femmes. Quand je regarde aujourd'hui le milieu de la communication, ce sont des femmes. Amika est là, vous êtes là. Sako, mais ainsi de suite. Et notre directrice générale aussi. La directrice générale. Ça, ce sont des modèles à suivre. Quand j'entends souvent... nos chefs de cabinet. Voilà. Je pense que les femmes aujourd'hui... Lorsque j'entends souvent influenceuses, j'aimerais que les jeunes filles se servent de vous comme influenceuses. C'est vous qu'elles doivent suivre. Vous êtes des modèles à suivre. Donc ça, c'est mon premier public cible. Le deuxième public cible, ce sont les hommes. Il est temps que l'on arrête avec tous ces préjugés, que l'on arrête avec toutes ces positions arrêtées. On n'est plus là dans cette époque. Il est vraiment temps que l'on donne, que nous les hommes, moi-même, bien sûr compris, que nous apprenions à considérer que les femmes sont capables aussi de réfléchir. D'accord. Les femmes sont capables de réfléchir. On a un SMS qu'on va lire. La littérature contribue à la quête de la justice en dénonçant les inégalités, les injustices, j'y arrive, faites aux femmes à travers des récits. Elle expose les réalités de la discrimination, des violences et des droits bafoués, ce qui pousse la société à réfléchir et agir pour plus d'équité. C'est aussi là, ministère de la Jeunesse et des Sports, à vos ordres classes. Merci. Merci beaucoup d'être intervenu. Alors moi, l'autre question, la dernière question que j'ai envie de poser, parce que beaucoup de personnes ont certainement peut-être envie d'écrire, mais bon, c'est comme pour les entrepreneurs qui disent on peut entreprendre avec 0 francs. C'est quoi le coût réel pour écrire et pour sortir un ouvrage? Il faut quoi, les moyens financiers, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que souvent les gens pensent qu'on a juste besoin d'écrire, de l'inspiration et tout, mais pour le faire, il faut aussi avoir un petit fonds pour que ça voie un jour quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut un certain coût financier, ça c'est clair. Après, le coût financier diffère. Ça dépend déjà du type d'ouvrage que vous le sortirez. Est-ce que c'est un ouvrage scientifique? Est-ce que c'est une œuvre littéraire? Est-ce que vous parlez... Enfin, ça dépend du thème, déjà. Dans votre cas? Voilà, dans mon cas, bon, si vous voulez que je sois précis, il faut plutôt aller sur la base de plusieurs millions. Plusieurs millions? Oui. Ok. Parce qu'il faut déjà plusieurs faire... commence par 2, hein? Bon, carrément au-delà. D'accord. Carrément au-delà. Ok. Une dizaine de millions, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'il faut faire des recherches, et ces recherches, ça coûte de l'argent. Il faut faire des recherches, il faut pouvoir s'entretenir avec des gens qui sont déjà dans le domaine depuis des années, des gens qui ne vous donneront pas de leur temps gratuitement, des gens qui vont forcément vouloir vous taxer quelque chose, parce qu'après, c'est leur temps que vous prenez. Ce sont des consultants. Donc, il faut vraiment s'y préparer. Il faut s'y préparer conséquemment, parce qu'après, sinon, vous aurez un manuscrit qui va rester dans vos tiroirs durant des années sans que vous ne puissiez le faire. Mais après, comme je disais tantôt, s'il y a l'envie,
Les fonds, vous pouvez aller les chercher, d'accord? Tout le monde n'a peut-être pas la chance d'avoir les fonds en soi-même. Tout le monde n'est pas dans mon cas, certes. Il y a certaines personnes qui ont vraiment envie d'écrire, qui n'ont pas toujours les moyens. N'hésitez pas, il y a des structures en Guinée qui sont prêtes à accompagner ceux-là qui veulent vraiment se mettre à la tâche, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens. D'accord. Donc il s'agit de se rapprocher de ceci. Il y a la GIZ, il y a l'UNESCO, il y a le ministère de la Culture, aujourd'hui, qui parfois, pour certains écrivains que je connais, n'ont pas hésité vraiment à mettre la main à la poche pour pouvoir les accompagner. Mais c'est vraiment un coup de million. Alors, c'est bon, je sais que c'est par passion, c'est pour rendre hommage, mais il y a forcément d'autres attentes derrière. Déjà, il est vendu à combien le livre? Il est vendu actuellement à 150 000. À 150 000. Les premiers lots qui sont venus sont tous déjà d'accord. épuisés. Mais aujourd'hui, parce qu'avant, c'était compliqué de vendre un livre au-delà de 100 000. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un écrivain guinéen peut vivre de son art? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué d'affirmer qu'un écrivain guinéen puisse vivre de son art. C'est très compliqué. Parce qu'on est dans une société où les gens ne lisent pas. Ou lisent peu. Prenez votre carte d'invitation pour un mariage et donnez-la à quelqu'un. Il va quand même vous demander c'est où et c'est à quelle heure. Et ils ne prennent pas le temps de lire un paragraphe, à plus forte raison un ouvrage. Pour eux, c'est de l'argent peut-être gaspillé, c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Et pour un écrivain qui n'arrive pas à... Parce que c'est quand même un investissement, qui n'arrive pas à écouler les ouvrages qui sont imprimés, c'est très difficile. Et il faut de constater que de nos jours, c'est extrêmement difficile. À moins que vous n'ayez des sponsors solides qui sont prêts à racheter vos ouvrages, auquel cas, vous pourrez peut-être tous les écouler. Il y a possibilité d'avoir du sponsoring dans ce cas aussi? Oui, c'est possible. Des mécènes ou des sponsors? Non, c'est possible. Des sponsors, carrément, c'est possible. Le jour de la dédicace ou quoi? Non, bien avant. Ça, il faut faire tout ça en amont. D'accord, je crois qu'on va te recontacter pour que tu viennes nous expliquer parce que là, ça commence à motiver. Hein? Ah oui. Oui, ça nous motive. Là, quand même. Voilà, tu peux, bien sûr. D'accord. Alors, Abouakar Sidiki Traoré, il a été le plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Mais on se quitte sur quelle note? Quel message as-tu aujourd'hui adressé déjà à tes lecteurs? Au peuple de Guinée ou aux autres écrivains, je ne sais pas. Ou à ta famille, parce que voilà. Je vais essayer de structurer ça du mieux que je peux aux écrivains ou à ceux qui veulent écrire. N'hésitez pas à vous lancer. Dites-vous que si quelqu'un qui n'a étudié que l'économie a réussi à écrire, quelque chose qui n'a pratiquement rien à voir du tout avec l'économie, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment rendre hommage à mes parents. J'aimerais rendre hommage à tous les parents, ceux-là qui ne cessent de s'investir pour l'éducation de leurs enfants, pour que le monde puisse avoir des enfants meilleurs. J'aimerais également rendre hommage à mes sœurs, à toutes les sœurs du monde. Cet hommage va également à ma femme. Que je porte dans mon cœur, que j'aime énormément. J'aimerais... Madame Traoré, c'est bon, beaucoup. C'est bon? C'est bon. J'aimerais... Peut-être un dernier message pour la dédicace et tout, la précision. Avant d'arriver là, j'aimerais également remercier mon patron, Dr Mamoudou Touré, qui est le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du budget, désormais. Grand merci également à vous et à tous ceux qui ont eu vraiment la très bonne courtoisie de me recevoir sur ce plateau. J'invite tous les amoureux et les aspirants amoureux à venir les 23, 24 et 25 avril 2026. Ce sera du côté du Centre culturel franco-guinéen et de l'espace Bachikolo pour les 72 heures du livre. Ils auront l'occasion, au-delà de ma personne et de mon ouvrage, de découvrir d'autres écrivains. Et peut-être qu'à cette occasion, ça pourra raviver cette flamme-là qui sommeille en eux, afin qu'ils puissent également nous emboîter le pas. D'accord. Merci. Et un grand merci à la première compagnie de combat. Voilà, donc, mesdames les téléspectateurs, c'était l'essentiel de notre entretien avec M. Abouakar Sidiki Traoré, qui s'apprête à dédicacer ou à faire la dédicace de son
premier, c'est ça? Ce sera mon premier, Son premier ouvrage, voilà. Donc, il vous invite massivement à venir le soutenir, ou en tout cas observer ce qu'il s'agit quand il s'agit de dédicaces. Parce que le plus souvent, les gens pensent que dédicace, c'est tout, c'est toujours avec les artistes chanteurs et tout. C'est vrai. En fait, quand je le dis, c'est drôle, mais c'est cela. Quand on parle de dédicace, ils sont rémunérés. C'est pas dédicace là, hein. C'est pas dédicace là, donc c'est la dédicace dans le livre. Voilà. Merci beaucoup à toi d'être passé sur ce plateau. Alors, mes téléspectateurs, ne quittez surtout pas. Voilà, donc nous allons marquer une courte pause. Voilà, le temps pour nous de recevoir notre artiste invité du jour. Il s'agit donc de Azarus Camara, qui est très, très bien installé ici. Il est là dans nos murs depuis, je crois, 10 heures. Il va vous émerveiller dans la dernière partie de cette émission. Merci à l'auteur. J'ai mon livre Ombre et résilience, à toi, la brillante femme. Merci beaucoup. Voilà, donc je te promets de lire ça en 2 jours. Voilà, donc, mes téléspectateurs, nous continuons cette émission de la plus belle des manières. Comme je l'ai dit, Zénith sur Coloma, c'est aussi cette partie artistique que vous adulez tant. Je crois qu'aujourd'hui, vous pensiez qu'on allait vous sévrer de ça, mais non. Nous avons toujours quelque chose en plan pour vous mettre bien quand le soleil est au zénith. Alors, sur ce plateau, nous avons un artiste en jeune talent. Il s'agit donc de Azarus Camara, à qui on va dire bonjour d'abord et tout. Bonjour à toi et bienvenue. Ouais, bonjour. Et après, hein? Imu motivé ina ya tantera manadi. Ouais, bon barbudo et Rembeli baranso mais ça va ça. Ah, Rembeli tant pour les ça va. Alors, c'est vrai que nous avions promis de continuer avec le sujet d'hier, mais est-ce qu'on aura aussi le temps de le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Mais bien avant, on va écouter l'artiste et tout. Azarus, artiste nanetana, chanteur. C'est vrai qu'on t'avait reçu dans cette émission, mais je sais qu'aujourd'hui il y a de nouveaux téléspectateurs et tout. Ouais. Donc on a envie de te redécouvrir. Donc tu regardes cette caméra, Iruira Mini, alors que téléspectateur ira colon, artiste Ndenamo Irabeto. C'est parti. Aza Camara nara, wela Azarus Camara wela. To ibaran negilize kono de famane féminine fende. Ibaran negilize kono de famane féminine fende. To ibaran negilize kono de famane féminine fende. Khalatin ayala londe infemane. Infemane ingoli wa mane ayala. Baita ramari fisiri wali to mi manyaguma to anema folema. Wontanu na wamborera sese munana munagama seibe kono ito mi manyaguma. Fisiri wali to mi manyaguma. Yamfante na to manyaguma ayala. To ibara mila inkite londe fama féminine fende. Ibara mila infente londe fama féminine fende. Galatin londe infemane ingoli wa mane. Ya fait monnaie, ya roli wa monnaie, ya fait monnaie. Alors, Ousmane Telli, c'est vrai que c'est pas la première fois de l'avoir sur ce plateau. Oui. Bon, la dernière fois, il était avec notre très très respectueux jeune frère Kesh, qui peut-être qu'il est en train de nous suivre aujourd'hui. Un jeune mordu de la culture, il est très motivé. Il accompagne souvent beaucoup de jeunes talents et tout. Ouais. C'est très important cette solidarité entre les jeunes
talents guinéens. Alors, Azarou, si tu as un single Yerineirato? Bon, j'ai plus de 6 morceaux. J'ai plus de 6 morceaux. J'ai 2 morceaux qui sont disponibles sur YouTube. Sur YouTube? Oui, j'ai un nouveau son, le son que je viens de chanter tout de suite là. Je viens de mettre le son sur TikTok la semaine passée. Ça a débrouillé aussi pas mal sur TikTok. Donc, je suis presque fini avec le clip. Ça va être disponible dans la semaine à venir. D'accord, tu as déjà un clip ou des clips disponibles? Non, ça va être ton premier clip? Pas encore, c'est mon tout premier clip. D'accord. Ouais. Alors, la musique et toi, comment tu fais pour enregistrer tous ces morceaux? Parce que c'est la redondance, à chaque fois, c'est le bonheur sur ce plateau. Quand on est des artistes, on a du talent, mais on n'a pas de moyens. Comment toi tu fais? Est-ce que tu as un producteur, des mécènes? C'est le même problème, c'est pas facile. Pour les enregistrements et tout, c'est moi qui se débrouille avec mes propres moyens. Je me débrouille, les peu que je gagne, c'est avec ça que je rentre au studio. Quand tu dis que tu te débrouilles, c'est vrai que peut-être tu n'as pas envie de nous dire comment tu te débrouilles, mais il se débrouille quand même. Bon, dans les événements, dans les petits gombos qu'on part, ce qu'on gagne là-bas, c'est ça on prend. Donc toi, tu as la chance de participer aux événements? Ouais, je participe à plein d'événements quand même. Ça, et quand il s'agit du cachet, est-ce que c'est payé ou c'est le transport? Bon, c'est le transport qu'on te paye, tu ne peux pas imposer le cachet, tu n'es pas arrivé à certains niveaux et tout, là tu vas rester à la maison. Il te faut, tu demandes le transport. Dans le transport, là, c'est qui sort, tu pars. Bon, tu actives ton côté génie, tu balmes certaines personnes. Ah, donc tu sais faire ça? Ouais. Ok, j'ai appris la musique avec les griots. Il faut alimenter. J'ai appris la musique. Peut-être que tu auras en partie l'argent pour le tournage de ton clip. Il faut alimenter monsieur Telly, Ousmane Telly Bari. Ateli nama, ateli yala. Namo. Famalu wala jamal su. Aliyatul malona lagina jamalu alusu. Alu salam ale. Ya dunya to sadi sabu ya magoyala dunya to sadi kanifabe ne wali jamalu mama Ousmane Telly salam ale. Ula sinani, naturu sinani, abari, imirila munkoma, inala duawu yiko, imirila munkoma. Il arrête de me regarder. Sakoma sadiru lana, kabako murusuma, karamali suma, mande sama lawa. Nyakumala kebamina, kebeni kebamina la. Ndakeba jumajula mogoba musolu denan kama dubajabi teli kotu ya masalu baratawa ya kotu ya mazazia mandenjara sumaya emirila. C'est bon, merci. Merci. Bon, Telly, il faut dire quelque chose. Parce que tu ne veux pas le faire ça et qu'il y a rien derrière. Telly, il faut dire quelque chose. Le travail va commencer. Telly, il faut faire comme les autres, il faut promettre. Non, ça va venir parce que déjà c'est un artiste très talentueux, il faut le reconnaître à travers d'abord la voix, à travers également l'improvisation, mais aussi, il vient de le dire tout à l'heure, il a activé son côté Yeli. Ça c'est le travail moi. C'est la parole. Les mécènes ici, je pense que déjà il y a l'avenir. Par rapport maintenant au travail, moi, voilà, après l'émission, on va se voir et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour que voilà, les choses puissent bouger. Mais vous pouvez toujours compter sur cette émission pour exprimer votre talent. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, parce qu'à travers ta page, qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui nous appellent aujourd'hui. On les fait passer gratuitement, comme c'est naturel déjà d'ailleurs dans cette émission, pour chercher des producteurs, chercher des mécènes, chercher aussi beaucoup d'autres opportunités, parce que le pays est rempli de talents et nous, c'est notre rôle de mettre ces talents à la lumière. Donc je pense que déjà il y a l'avenir et on se verra. Merci beaucoup. Tu as inspiré comme ça. Ok, bon, ça là.
Comment on dit, je reste bouche bée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Est-ce qu'elle est partie vers une maison de production? Parce que moi, j'aimerais le proposer, hors antenne, je vais lui proposer une maison de production qui vraiment... Donc, d'accord, c'est vrai, parce que comme il a dit, c'est vrai, c'est important de poser cette question, parce qu'il a rappelé tantôt qu'il se débrouille avec ses propres moyens. Ça sous-entend qu'il n'a pas d'équipe derrière. Parce que certains artistes quand même ont la chance d'avoir des managers qui ont un niveau financier un peu élevé que leur, qui les soutiennent et tout. Et après, on voit, même si le plus souvent, arriver devant là, ils se séparent, mais quand même, ils ont cette chance. Toi, dans ton cas, est-ce que tu as une équipe? Aujourd'hui, tu as besoin de quoi concrètement? Pour l'équipe, j'ai mes éléments qui sont derrière moi. Quand on dit éléments là, c'est quoi? Ou bien c'est éléments de ABC là, la Combo, Zedara, tout ce qu'ils racontent là, les noms qu'ils chantent là, ou bien c'est quoi? Bon, c'est moi-même, j'ai décidé, j'ai regroupé mes amis pour être derrière moi, parce que je ne peux pas être seul comme ça. Quand il y a des mouvements, je peux pas. Il y a certains mouvements, quand on organise des petits événements comme ça, là, je ne peux pas gérer moi seul. C'est moi, je les ai regroupés autour de moi pour m'aider à gérer les mouvements. Mais il n'y a pas un manager fixe. C'est des personnes, ils ne sont pas professionnels dans le showbiz. C'est moi, c'est par amour, parce qu'ils m'aiment, ils aiment ce que je fais. C'est moi, je les ai obligés de venir rester avec moi. C'est ce que je fais pour le moment d'abord. D'accord. Il n'y a pas un professionnel qui est dans l'équipe qui travaille avec moi. Il n'y a pas un manager fixe. D'accord, il n'y a pas de manager fixe. D'accord, fixe, d'accord. Mais Amik est manager, Non, c'est déjà un avantage et puis c'est déjà bien parti. C'est plus s'entoure des bons amis qui sont là pour vous, qui vous accompagnent. Je pense qu'avec un manager professionnel, ça va faire. Parce que moi, je le rappelle souvent ici, la vision seule ne suffit pas. Il faut avoir une équipe qui croit en toi. Voilà, parce que seul, tu n'iras nulle part. Et tout. On va encore loin et rapidement. Alors, ce qu'on va faire, on va un peu, de façon ramassée, prendre vos avis, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, mais nous avons quand même le temps de prendre vos avis par rapport au sujet d'hier et tout. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire pour un couple qui peine de procréer d'adopter? C'est nécessaire ou je ne sais pas? Oui, moi je dirais oui, c'est nécessaire d'adopter. Si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, vous pouvez adopter, il y a cette option-là. Et vous pouvez adopter même un bébé, pas on va dire quoi, pas un enfant, mais un bébé, parce qu'il y a des bébés qui sont dans des orphelinats et tout. De façon légale, vous pouvez aller et puis adopter, faire de ce bébé-là votre enfant. Donc, selon toi, l'enfant garantit en quelque sorte le bonheur, en tout cas l'harmonie dans le couple, parce que on a vu beaucoup de couples ici qui n'ont pas ou qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont toujours ensemble, qui n'ont pas adopté. Mais bon, on ne sait pas si c'est de façade, mais qui sont en tout cas unis. Oui, ils sont ensemble. Donc, si toi tu penses que c'est nécessaire, je sais, c'est ton avis. Quand je dis que c'est nécessaire, c'est pas parce que votre bonheur dépend de l'enfant que vous allez adopter ou d'un enfant. Parce que même si c'est votre enfant, l'enfant là va quitter un jour. L'enfant là va partir. C'est-à-dire que... Il va partir, il va changer de logement, mais il est quand même votre enfant. Oui, c'est vrai, il est votre enfant, mais vous ne vivez pas avec lui. Il va aussi fonder sa famille. Donc, c'est pour dire que votre union ou votre relation ne doit pas être basée sur l'enfant que vous allez avoir. Votre amour en un mot. Votre enfant, c'est le fruit de votre amour. C'est d'abord votre amour, votre union qui a fait que vous avez eu cet enfant-là. Donc, c'est pas pour dire que c'est parce que vous adoptez que vous pensez que cela va combler le vide. La relation, c'est vous deux d'abord. C'est deux personnes avant l'enfant. Oui, l'enfant, c'est important, c'est le fruit. Je sais pas, ça vient combler quelque chose, mais c'est pas sur ça qu'il faut se baser. Je crois que j'ai mal posé la question. Voilà. Je vais reprendre la question pour avoir la réponse que recherchée. Et tout. Dans quel cas un couple qui peine à avoir des enfants doit adopter? Doit adopter, voilà. Ou devrait adopter. Dans quel cas c'est une décision venant du couple. C'est-à-dire que on se dit que on a besoin d'un enfant, qu'un enfant soit avec nous. Donc du coup, on adopte. C'est une décision, c'est pas... faut pas adopter parce que on se dit que non, c'est quand on aura l'enfant que ceci ou cela va marcher.
c'est une décision. Ok, on veut avoir un enfant sur notre toit, donc on adopte. Ok. Mais si c'est pour dire que non, parce que si la décision vient de la femme ou de l'homme seulement, on dit que parce que mon mari il veut l'enfant, donc du coup j'adopte. Et si ton mari n'est pas d'accord avec le fait d'adopter, et si ton mari veut un enfant pour lui-même, c'est-à-dire il veut être géniteur lui-même, donc du coup c'est une décision qui vient de deux personnes. Souvent ça vient même pas de l'interne, hein. Des fois c'est l'externe qui pousse. Oui, qui pousse, oui, parfois c'est le regard des autres qui pousse, mais il faut pas le faire pour cela, il faut le faire de votre propre gré. Ok, il n'y a pas de souci. Si on a le choix, faites de votre propre gré. Ça vient de ASV. Oui, l'adoption ici, ça permet de réaliser quand même un projet familial parce que c'est mettre en couple déjà, il y a l'amour, mais c'est un projet aussi de famille. Maintenant, est-ce que la première question que je me pose souvent, est-ce que le couple sait réellement pourquoi il y a infertilité? Quand vous posez le diagnostic, vous savez, parce que souvent dans les couples, il y a, soit c'est le monsieur qui est infertile ou bien c'est la dame qui est infertile. Et si c'est comme ça, c'est là où intervient parfois la polygamie ou les divorces. Mais si vous avez fait le diagnostic et vous pensez que réellement les deux côtés, il y a l'infertilité ou vous ne voulez pas avoir d'enfants comme dans d'autres sociétés, vous pouvez adopter. Ça a des avantages, même si parfois aussi il y a d'autres qui évoquent certains risques liés à ça, mais ça vous permet quand même ici, si vous avez décidé ensemble d'adopter un enfant, ça vous permet de réaliser un projet familial ici lié à l'éducation d'un enfant sous votre toit. Donc si ça vous procure un bonheur, l'équilibre aussi psychologique, mental dans votre foyer, vous pouvez adopter un enfant. Et parce que ça permet aussi d'avoir une ouverture solidaire, la solidarité aussi, parce que l'adoption c'est à bas âge, il faut le dire comme ça. Il y a des enfants parfois qui ont perdu leurs parents soit dans des accidents ou quand même à travers d'autres aspects liés à la vie qui sont dans des orphelinats. Et si vous avez les moyens, vous avez la capacité quand même d'adopter ces enfants ici, de les élever, de les donner une bonne éducation, c'est une scène de solidarité que vous créez dans la société. Il y a l'autre aspect aussi qui permet, ça permet aux enfants d'avoir ici de l'amour et surtout un cadre stable pour grandir. Parce que souvent, quand les enfants grandissent dans des milieux qui sont peu favorables et surtout avec des parents qui n'existent pas, leur survie non seulement est mise en cause, mais aussi leur éducation et qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la société demain. Donc, je pense qu'il y a ces avantages justement ici qui sont liés à l'adoption des enfants si vous avez décidé ensemble, s'il n'y a pas d'influence extérieure, comme tu disais tout à l'heure. Même s'il y a certains risques aussi qui peuvent parfois subvenir, il y a l'adaptation de l'enfant à votre milieu et vous-même d'abord, comment vous allez vous adapter ici par rapport à cet enfant que vous n'avez pas procréé vous-même. C'est l'enfant quand même d'autrui, même si légalement et socialement vous avez adopté, l'enfant est avec vous, mais comment vous adaptez ici par rapport à son éducation, par rapport à ses faits et gestes, tout ça, ça pose ici des difficultés parfois. Il y a aussi hier, on a parlé de l'origine et l'identité aussi parfois de l'enfant. C'est peut-être ses parents biologiques ne sont pas décédés, ils sont quelque part là-bas, mais vous adaptez l'enfant, vous l'éduquez. Souvent, chez nous à Haute-Guinée, on dit tu comprends un peu. Donc parfois, il peut y avoir des situations comme ça. Vous prenez l'enfant à bas âge, vous l'éduquez, vous donnez une bonne éducation. Par après, quand il devient quelqu'un, ses parents biologiques se présentent, c'est notre enfant et nous connaissons la configuration de notre société aussi, mais ça va avec ça au fait quoi. Et surtout dans ce monde d'ingratitude, voilà, justement. Ou même l'enfant parfois cherche. Il y a des gens qui lui souffrent les choses et puis la personne gère ses parents, ses vrais parents, donc biologiques. Oui, et moi je pense que ça quand même, ça ne doit pas décourager les gens à adopter. Parce que moi je pense que l'enfant, il est innocent, il ne connaît pas ça. Prenez-le comme ça. Si vous avez décidé quand même de le prendre, éduquez-le, donnez-lui une très bonne éducation à votre image. Le reste, là, vous laissez le temps et Dieu le faire. Et surtout, évitez les préjugés. Ce n'est pas parce que ici, les gens n'ont pas d'enfants qu'ils ne doivent pas adopter, ou bien quand ils adoptent, vous êtes là à donner des conseils négatifs ici. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut éviter pour que nous puissions vivre dans une société plus solidaire, parce qu'il y a des orphelinats qui sont remplis d'orphelins et il y a aussi des parents qui sont très riches et ici,
ici et puis qui peuvent prendre des enfants sous leur toit et ici les éduquer. Ok, merci beaucoup. Précision à ne pas confondre infertilité et stérilité, parce que voilà, il y a des parents qui peinent à avoir, on a dit des parents qui peinent à avoir des enfants. On n'a pas dit des parents stériles, parce que quand on est stérile là, je pense que la question n'est même pas posée. Ça, tu n'as pas le choix. Si tu veux quand même avoir ce bonheur d'être parent, en tout cas avoir un enfant ou des enfants dans la maison, salir vos canapés et tout ce qui va avec, tu es obligé d'adopter soit de façon légale, comme Agnès l'a dit, ou prendre l'enfant d'un proche là-bas. Je sais pas, c'est toi qui vois ce que tu veux. Alors, Fana, tu as un avis? Voilà, oui. Moi, je disais que comme tu le disais, ça demande beaucoup plus de résilience et de risques, surtout quand on n'a pas d'enfant. Mais moi, j'ai pris Allah qu'il facilite l'enfant à tout le monde, tout un individu, parce que, bon, rester sans enfant, c'est très difficile. Et puis, adopter, comment dire, un enfant qui n'est pas ton sang, voilà, qui n'est pas ton sang, et puis le faire grandir. Parce que, bon, moi, je parlais de ça hier, comment dire, j'ai vu beaucoup de cas de chez nous, parce que nous, on a des couvents là-bas, là où on envoie des enfants à Bofa, là où on envoie à bas âge. Quelqu'un peut venir les prendre, mais parce que, bon, il y a les démarches juridiques qu'il faut remplir. Arrivé à un certain âge, l'enfant commence à grandir, et puis, en un cran, tu trouves certains parents qui vont sortir, c'est notre enfant, et à ceci et à cela. Est-ce que vous voyez? Donc il y a tous ces risques-là, ces facteurs de risque-là, qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui sont réticents, même si ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils préfèrent garder comme ça, rester avec leur femme, et puis continuer comme ça leur vie. C'est cela aussi, quoi. Parce qu'à chaque fois, dans leur tête, peut-être un jour viendra, Dieu va me donner un enfant, Dieu va me donner un enfant. S'accroche à l'espoir. Voilà, est-ce que vous voyez, ils ont toujours l'espoir. Sinon, prendre un enfant, le faire grandir, c'est très joli, c'est très beau à voir. C'est une chose merveilleuse. Voilà, c'est une chose très merveilleuse. Et puis, tu es là avec, comment dirais-je, un enfant. En tout cas, nous, par exemple, dans mon quartier même, il y a un enfant qui est dans ce cas, qui est devenu aujourd'hui un grand docteur, un grand médecin. Mais jusqu'à présent, Dieu aidant, il est toujours avec, comment dirais-je, la famille. Il considère la maman comme vraiment sa propre maman. Parce que, bon, en un mot, c'est un enfant qu'on a essayé de récupérer comme ça, puis le faire grandir comme ça. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que si merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la ligne rouge de cette émission. Azarous Camara va encore faire une dernière prestation, parce que Mosquée va en train de m'embrouiller quelque part là-bas, qu'il est l'heure. Mais bon, on va quand même te permettre de chanter un autre morceau, et voilà, te permettre aussi de véhiculer un message, parce que là, c'est pas évident d'être artiste en herbe en Guinée, et surtout avec la conjoncture actuelle. Ben, si le mécène doit être aidé, qui va t'aider? C'est compliqué. Vas-y, en une minute. Kona muya kuma mugbeli bunada mamu baname mutoro bora muya kuma mugbeli wala bunada mamu baname mutoro mbagisa wama banave na figati gatorone nana fafende gasamatina wala diame amusone ya wala figa wakiline o ya baba baba falana mbelo wande mbari baba wayala anaga beni akhili sodo itoro mane beni afere sodo itoro mane kolom beni asabi sodo itoro mane nderanya kumane ndegere mane ndekombi mane ndeya mane wayala diame ya musone wayala wonga wakiline diame ya musone ya tara wonga wakiline amato yale digame kerenara fami birinyo watiri atanana kameni nagansu atananglima furani nagansu etananglima konda filini nagansu etananglima sasa anu kel fami gui etananglima anu fera munanyira wala Ah, dirame ya surtout famille fait rafa dirame na alors moi aussi j'en profite pour dire merci à mes frangins, voilà, donc dirame na ngora, mais avec votre jeune âge vous portez la famille, c'est vrai, vous aimez cette fraternité, en tout cas qu'Allah ait pitié de l'âme de nos parents, en tout cas c'est très important de prendre conscience de sa place d'homme dans la famille, c'est très important, même si tu n'as pas les moyens, mais que tu aies au moins
l'amour, Oui. que tu aies l'esprit de partage et l'esprit d'entraide et de pardon. C'est La très défense, important. tout ce qui s'ensuit. Un jour, Dieu va faire. Ouais. Alors, Azarus, merci à toi d'être passé sur ce plateau. Merci, Alors, tes Léa. réseaux sociaux, rapidement, un numéro. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura envie de collaborer avec toi ou de rentrer en contact. Bon, Pourquoi c'est- pas ne pas te produire? Ouais. Tout est possible. Ah, Inch'Allah. Le numéro direct, c'est le 611 24 22 65. D'accord. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Azarus Camara sur ma page. Sur TikTok, c'est Azarus Camara 224. Sur YouTube, c'est Azarus Camara. D'accord. Alors, pour entrer en contact avec l'artiste, vous avez donc des coordonnées et l'adresse. Voilà, donc, aimable téléspectateurs, grand a été le plaisir pour nous de vous servir encore en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci à Agnès Guilavogui d'être passée, Téli Barry, Fana Camara. Azarus, merci à toi également. Et on va dire rapidement merci également à M. Abokar Sidiki Traoré qui vous convie, bien sûr, au son ouvreur du livre, c'est-à-dire le 23, 24, 25. Il en profite pour faire la dédicace de son nouvel ouvrage, en tout cas de son tout premier ouvrage qui s'intitule Ombre et résilience. Ombre et résilience, c'est bien plus qu'un récit, c'est le témoignage bouleversant d'une femme qui, face à l'adversité, choisit la force et le courage. À travers une écriture sensible et réaliste, l'auteur nous plonge dans un parcours marqué par les épreuves, mais illuminé par la résilience. Ce livre interroge nos préjugés, bouscule les schémas, mais également établit et nous invite à défendre l'égalité, la justice et l'émancipation. Chaque page est une invitation à l'empathie et à la réflexion et à l'espoir. C'est un hommage, voilà donc vibrant à toutes celles et ceux qui refusent de se laisser définir par les limites imposées par la société. Surtout, n'oubliez pas de sourire, puisque le sourire est vital, mais sourire aussi nous fait oublier tous nos soucis, vu que la vie mérite d'être vécue. Souriez malgré vos multiples problèmes. On se retrouve la semaine prochaine dans cette même émission, les mercredis et jeudis, mais ce samedi, on se retrouve sur les antennes de la télévision nationale à partir de 22h pour la parade. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt. Au revoir.